mauvaise gestion. Vous savez, parfois, nous avions constaté que les gens qui gèrent, parfois, ce n'est pas d'une manière intentionnelle qu'ils arrivent à commettre des actes de mauvaise gestion. Parfois aussi, c'est une méconnaissance des règles et des procédures. Et quand nous sommes là dans une mission d'accompagnement, dans une mission d'encadrement, nous aidons également les gestionnaires en disant, voilà, ici, voilà comment on doit faire les choses. L'avantage, c'est que tous ensemble, nous travaillons pour que ces entreprises ou les trésors publics puissent se comporter des meilleures façons possibles. Donc moi, je ne pense pas que nous devenons gestionnaires avec les gestionnaires. Non. Nous laissons les gestionnaires poser leurs actes et nous contrôlons après que les gestionnaires aient posé leurs actes. Mais le problème, c'est que ça s'est fait presque au même moment. C'est un contrôle concomitant. Nous sommes là, nous laissons tout d'abord les actes de gestion et les jours suivants, nous revenons sur les actes de gestion posés, on discute, on dit non, voilà ça, il faut rectifier, ça ce n'est pas bon, ainsi de suite. Nous avions privilégié ça pour éviter les détournements, tout d'abord, pour éviter les actes de mégestion, pour éviter aussi que nous ayons tout le temps des personnes mises en cause pour être poursuivies, ainsi de suite. Et là aussi, ça nous permet vraiment d'améliorer la santé financière des entités que nous encadrons. Vous avez posé une autre question en ce qui concerne les rattachements à l'autorité directe du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de pesanteurs politiques? Je vais vous dire sincèrement que plus vous vous situez plus bas, plus il y a des pesanteurs politiques. Aujourd'hui, dans le travail que nous sommes en train de faire, en tout cas, je peux vous dire sincèrement, il n'y a que s'il y a quelqu'un qui peut intervenir, bien qu'il n'intervienne pas, c'est le chef de l'État, et après le chef de l'État, c'est son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il n'y a que les deux autorités qui peuvent intervenir aujourd'hui dans le travail de l'inspection générale des finances. Mais depuis que nous travaillons, le chef de l'État n'intervient pas dans l'un ou dans l'autre sens, comme le Premier ministre. Par contre, nous sentons, nous voyons dans ces autorités une volonté manifeste de nous accompagner, de nous aider à mieux faire le travail. Donc pour nous, le fait qu'on a été rattaché plus haut enlève des pesanteurs politiques. Imaginez que si nous relevions d'un secrétariat général d'un ministère, combien de pression on aurait pour exercer le travail. À ce moment-là, plus vous êtes plus haut, plus votre contrôle est également amené plus haut. Vous avez posé une troisième question, je ne sais pas si vous pouvez me rappeler ça. Bon, la troisième question, c'était... Pardon? Non, il faut que je me rappelle. Un instant, parce que je l'avais écrit. Bon, vous allez vous en souvenir. Entre-temps, je peux vous répondre rapidement, parce que vous dites... on ne peut pas désespérer de l'homme congolais. Vous n'avez pas pu le citer, mais les sénateurs avis le président Kabila, c'est lui qui l'avait dit, qui n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit que l'homme congolais était la priorité des priorités. La vérité aujourd'hui, c'est que nous vivons, il faut qu'on se le dise clairement, dans une société en crise. La crise, elle est de trois ordres fondamentalement. La crise de la famille, parce que c'est à la famille que nous apprenons l'éducation. C'est à la famille que nous apprenons ce que c'est le droit de naissance. Mais aujourd'hui, regardez l'état des familles congolaises, décimées par la pauvreté, des enfants qui sont dans la rue, et c'est un phénomène qui est croissant. Moi, j'ai grandi à Kinshasa, vous sûrement aussi, il n'y avait pas autant de Chégué, il n'y avait pas autant de Koulouna. Non pas qu'il n'y avait pas de pauvreté à l'époque, mais aujourd'hui, la pauvreté, elle est un peu plus approfondie et un peu exacerbée du fait aussi du poids démographique. Première chose. Deuxième chose, c'est la crise de l'école. Il y a 2 jours, nous discutions ici avec le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, des difficultés qu'il y a pour le fonctionnement de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, même si on mettait tous les budgets que nous avons dans ce pays, dans les secteurs de l'éducation, on ne règle pas tous les problèmes. En termes d'infrastructure par rapport au poids démographique, en termes de paiement des enseignants, en termes de matériel didactique. La troisième crise, c'est une crise, j'allais dire, spirituelle.
Vous avez vu la question avec les confessions religieuses. Ceux qui nous prêchent n'ont pas réussi à s'entendre pour choisir le président de la CENI. C'est un exemple, parce que l'homme est triptyque. La maison, prolongée à l'école, prolongée là-bas. Et donc il faut considérer que la crise que nous avons connue a décimé ou a touché à l'homme congolais. Aujourd'hui, il suffit de nous regarder sur les réseaux sociaux, c'est que nous disons de notre pays et c'est que nous disons sur nos prochains. Il y a un véritable problème d'altruisme ou d'amour de la patrie, mais nous considérons que c'est un défi. Nous partons de quelque part. Ce n'est pas parce que la tâche est immense que pour autant on va dire, bon voilà, on renonce. Mais nous, comme gouvernement, pour le temps que nous serons là, sous la conduite du président Tshisekedi, tout sera fait pour que l'homme congolais change. Et ceci commence par un travail immatériel. Le travail immatériel, c'est l'éducation. Le travail immatériel, c'est la culture. Et c'est pour ça que nous avons un plan pour utiliser cet outil qui s'appelle la RTNC, la télévision nationale, pour partager les plus de valeurs de ce qui nous concerne. Quand nous grandissions, nous avions les ballets Lianja et tout le reste qui nous permettaient de comprendre la situation culturelle du pays, de savoir que moi je suis Mukongo du Congo central, je partage telle culture avec le Mouchi de Walungu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rattache les Congolais? Et donc, tout ça, nous les mettons en perspective, nous sommes conscients de nos responsabilités. Hier, en Conseil de ministres, nous avons parlé du tribalisme. Mais la ministre d'État à la Justice a été instruite parce que finalement, c'est un phénomène qui risque de devenir normal s'il n'est pas réprimé. Et donc il faut remettre une forme de fouet, pas au sens physique du terme, mais en termes de sanctions, d'une plus grande discipline pour que le pays puisse remettre ses pieds sur orbite. Et nous avons la foi, le courage, la persévérance, la détermination que le changement de narratif sur la RDC sera effectif. Et nous les démontrons aujourd'hui par peu de choses. Regardez, vous avez régulièrement des ministres qui viennent s'expliquer, ça n'existait pas ici avant. Des ministres qui viennent de la manière la plus transparente vous dire ce que nous faisons. Ça veut dire que ces pays a déjà commencé à changer, vous les percevrez davantage dans le mois qui vient. Vous avez retrouvé votre question rapidement parce que nous devons prendre la question de Innocent Olenga. Sont actionnées vos missions? Est-ce que... Ah ok. Oui, c'était juste par rapport à ça. Vous avez voulu savoir notre mode d'intervention. Nous avons tout d'abord un programme d'action que nous établissons au début de l'année et que nous faisons approuver à l'autorité directe de qui dépend l'Inspection générale des finances. Et ce programme, nous proposons des actions à mener dans tous les domaines qui couvrent au fait notre compétence. Et quand le programme est approuvé, avant l'approbation, l'autorité peut modifier, ajouter, ainsi de suite. Et quand le programme nous arrive, ça devient notre instrument de travail. Mais pendant que nous évoluons avec cet instrument de travail, il y a les autorités politico-administratives qui peuvent formuler une demande de mission et nous sommes obligés d'exécuter ça. Il y a aussi les autorités judiciaires. Lorsqu'ils ont besoin de requérir l'inspection générale des finances pour faire un travail, nous le faisons. Et aussi, il faut le dire, lorsqu'il y a une question qui touche à l'intérêt collectif et qui a généralement clameur, l'inspection générale des finances est obligée d'intervenir pour vérifier et donner la version exacte des faits. Voilà comment nous intervenons. On va prendre la prochaine question. Innocent Olenga, j'ai vu Perrault Loire à bon retour. On prendra votre question tout à l'heure. Et puis j'ai vu Eric Izami. Et puis on prendra notre ami de la RTGA. Merci beaucoup pour la parole. J'ai 3 petites questions. S'il vous plaît. Vous voyez que c'est l'IGF. Il y a beaucoup de matière. Notre ami en a posé 4 pour lui-même. Essayez de faire... Oui, justement parce qu'il nous a même ravi 2 questions qu'on avait. Non, allez-y, s'il vous plaît, une question. S'il vous plaît, allez-y. Permettez même 2. Allez-y, allez-y. Coup de chapeau à l'inspecteur général des finances. Vous êtes montré un véritable gendarme financier. Mais comment vous sentez-vous lorsqu'on vous accuse de populisme, d'acharnement et d'instruments utilisés par les pouvoirs pour le règlement des comptes politiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dénoncé les avantages indus que bénéficiaient les mandataires publics, actifs comme passifs, et vous aviez demandé que ces avantages soient suspendus. Mais récemment, vous avez écrit au ministre
du portefeuille pour la réactivation de ces avantages. Pourquoi ces rétropédalages? Et enfin, une dernière question. On dit de vous que vous n'êtes pas aussi ange. Vous êtes aussi un diable. Parce que vous détenez un cabinet fiduciaire qui s'appelle DACO, dont l'expertise est sollicitée par toutes les entreprises des indo-pakistano-libanais. Ça ne vous gêne pas d'être juge et parti. Au ministre de la Communication, une petite question ou une préoccupation. Évidemment, ici, nous sommes pour les civismes plutôt financiers, mais il y a aussi les civismes routiers. Récemment, dans un compte rendu, je pense bien de la 23e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement, Sam Lukonde, au respect du code de la route. Mais il s'avère, vous n'êtes pas reproché, il s'avère que certains de vos collègues circulent toujours avec des véhicules, avec des plaques d'immatriculation bâchées. Ils craignent quoi? Ne veut-il pas être identifié parce que les policiers s'en plaignent, les policiers de circulation routière? Voilà, merci. Merci beaucoup pour vos 3 questions. Je commence par la première. On nous accuse de populisme, acharnement, instrument politique. 3 mots. Le populisme, j'ai dit tout ceci, nous avions très bien compris au départ, il devait en être ainsi. Je vous ai dit que la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption demande à ce que nous puissions communiquer les rapports de nos missions. Vous pouvez lire l'article 10 de cette convention. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions trouvé qu'il était important que nous puissions communiquer. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la corruption, la fraude, n'aiment pas de bruit. Ils aiment qu'ils puissent poser des actes de corruption, de fraude, de malversation, mais que les gens ne soient pas au courant. Nous avions compris qu'il fallait sortir de cette situation. Vous avez suivi des gens qui ont parlé des les silences des armées, ainsi de suite, que nous devions faire le travail. Non. Cette méthode n'a pas donné de résultats. Depuis longtemps, l'inspection générale des finances ainsi que tous les autres services, nous avions travaillé dans cette méthode-là. Nous n'avions pas empêché les actes de détournement des deniers publics. Par contre, notre environnement économique, notre environnement public était devenu des lieux où les actes de détournement étaient applaudis. Et ces actes étaient devenus comme des actes normaux. Alors nous ne pouvions pas accepter ça. Voilà pourquoi nous avions changé. Ce n'est pas du populisme. C'est au fait le changement de méthode qui a poussé certaines personnes concernées par les missions de l'inspection générale des finances qui s'attendaient à un silence, à un travail où tout le monde ne sera pas informé des conclusions, qui nous accuse de populisme. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne pouvons pas faire ça. D'ailleurs, nous prenons trop de risques en étant beaucoup plus visibles. Ce n'est pas un travail facile. Contrôler des actes de détournement, de mégestion, ce n'est pas un travail facile. Nous avons affaire parfois à des détournements des deniers publics en bande organisée. Vous croyez avoir affaire à X personnes, mais vous ne savez pas les produits de ces détournements est partagé par 15-20 personnes que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est un travail très difficile, ça ne pouvait pas amener à un populisme quelconque. Nous avions adopté une méthode pédagogique, tout d'abord, pour que la population s'approprie de ce travail, pour que ceux-là qui sont dans ces cas de mégestion puissent reculer. Voilà pourquoi nous avions choisi la communication. Et nous pensons aujourd'hui que cette communication a payé. La population congolaise s'est appropriée de la gestion publique. Tout le monde aujourd'hui veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les fonds publics. C'est important. Donc il n'y a rien de populisme. L'acharnement, c'était tout à fait normal.
que quand nous avions commencé les travaux, acharnement, instruments politiques, les contrôles a porté sur des personnes qu'on a trouvées là-bas. Malheureusement, je dois vous dire, ce sont des personnes qui étaient mises en place par l'ancien système. C'était tout à fait normal que quand nous avions commencé ce travail, qu'ils trouvent que c'était un acharnement politique ou un instrument politique. Aujourd'hui, que nous avons un gouvernement, parfois nous contrôlons les fonds mis à la disposition des membres du gouvernement. Aujourd'hui, les membres du gouvernement actuel ne parlent pas de l'acharnement politique. Aujourd'hui, nous travaillons avec les responsables qui sont dans les entreprises du portefeuille de l'État, qui ont été nommés par les membres du gouvernement actuel. On ne parle pas de l'acharnement. Donc, c'était tout à fait normal au début que les gens aient cette impression-là. Aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons plus parler de ça. En ce qui concerne les avantages induits au niveau des entreprises du portefeuille de l'État, il n'y a pas eu rétropédalage. Faux. Ça, c'est vraiment, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, mais c'est faux. Voilà ce qui s'est passé. Nous avions stigmatisé le fait qu'au niveau des mandataires publics, il y a eu extension des avantages qui étaient légalement autorisés. Et nous avions demandé que les avantages qui n'étaient pas prévus dans la loi ne puissent pas être payés. On n'a pas suspendu les avantages. Nous avions demandé que les avantages légaux soient payés et les autres avantages qui n'étaient pas dans la loi ne soient pas payés. Donc, depuis que nous avions édicté cette recommandation à nos inspecteurs qui étaient en train de faire l'encadrement, les mandataires étaient toujours payés, mais ils se faisaient payer quoi? Les avantages légaux. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y avait nécessité que les avantages des mandataires publics dans les établissements publics soient fixés par un décret de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et pendant que le travail était en train de se faire, nous avions estimé que les ministres sectoriels pouvaient prendre des arrêtés pour fixer à titre transitoire les avantages, quitte au moment où le décret va sortir, que ces actes puissent être abrogés. C'est tout ce qu'on a fait. Et nous n'avions pas demandé qu'on puisse remettre les avantages que nous avions qualifiés d'indus. Nous avions demandé que les avantages légaux, la hauteur de ces avantages légaux soit communiquée aux mandataires, chaque entreprise selon sa trésorerie. Il n'y a pas eu rétropédalage. Enfin, vous parlez que j'ai un cabinet privé et tout, voilà. Moi, je suis expert comptable agréé. Avant d'être... je suis expert comptable agréé. Vous pouvez consulter l'annuaire de l'Ordre national des experts comptables du Congo. Et même beaucoup d'inspecteurs de finances. Je ne suis pas le seul. Nous sommes à près de 40 inspecteurs de finances. Nous sommes membres de l'Ordre national des experts et je suis expert comptable agréé. Donc, à un moment donné, nous étions autorisés à exercer comme expert comptable agréé et même de constituer des sociétés d'expertise comptable. Alors, l'Ordre des experts comptables est en train de s'organiser. Depuis l'année passée, l'Ordre a donné des instructions. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes expert comptable agréé et que vous avez un contrat où vous exercez une fonction publique, vous devez suspendre votre fonction d'expert comptable. Parce que vous exercez un mandat, vous exercez une fonction publique. Donc l'ordre nous a donné ces éléments-là. Ce qui fait que depuis l'année passée, moi je n'exerce plus comme expert comptable, étant donné que j'ai eu une ordonnance qui me nommait inspecteur général, chef de service. Et donc, j'avais bien sûr été membre d'un cabinet d'experts comptables, composé d'ailleurs de 4 experts comptables. Je n'étais pas le seul, ce n'est pas pour moi. Donc, les experts comptables s'associent pour créer des cabinets d'expertise comptable. C'est légal, ce n'est pas en marge de la loi, donc c'est légal. Et depuis l'année passée, contrairement à ce qu'on vous raconte, donc j'ai légalement quitté ces cabinets. Vous pouvez aller vérifier les statuts au niveau... donc je ne suis pas là-dedans. On va progresser rapidement à votre question, Innocent. Ça ne sert à rien de faire sans faire savoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de laxisme pour ce qui concernait la lutte contre la corruption ici.
Je crois qu'il y avait une dimension pédagogique. Vous voyez les spots qui passent sur la RTNC. L'IGF procède aussi par la pédagogie. Moi qui vous parle, j'ai demandé à l'IGF de déléguer ses inspecteurs des finances ici à la RTNC pour voir comment les choses se font. Ils donnent des conseils. Je recevrai les rapports bientôt. J'ai reçu les rapports préliminaires sur comment les choses se font parce que beaucoup de nos entreprises, comme il a dit tout à l'heure, en tout cas, je suis désolé, les rapports que nous avons avec les finances publiques nécessitent d'être revus. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisons cet exercice pédagogique qui doit, à mon avis, se prolonger, y compris au niveau de certains chefs des entreprises, pour comprendre que l'action de l'IGF n'est pas une action qui veut d'abord vous dire, monsieur, vous avez volé, vous serez en prison, mais de vous dire, voilà comment vous comportez face aux deniers publics. La question sur le civisme routier, le président de la République l'a dit, nous les ministres, nous avons l'obligation d'être exemplaires. Le Premier ministre a présidé une réunion à ces propos parce que nous tous, nous plaignons des embouteillages au quotidien. Si vous regardez bien, le Premier ministre ne roule jamais en sens contraire ou en sens interdit. Ça veut dire que même s'il a une escorte, lorsqu'il y a un embouteillage, il s'aligne. Et de même pour moi. Et donc nous, les ministres du gouvernement du Premier ministre Sam Aloukonde, à 3-4 reprises, le président de la République nous a parlé, le Premier ministre nous a parlé. Alors, ce qui concerne couvrir les plaques et tout le reste, quand vous en parlez là, j'en parlerai dans l'une de nos réunions pour l'aborder. Mais le ministre, peut-être à l'heure des charges, ne pense-t-il pas toujours ou ne donne pas toujours instruction à son chauffeur, faites ceci, faites cela, parce que c'est une pratique courante qui existe depuis plusieurs mois. C'est une pratique qu'on a déjà dénoncée et nous, les membres du gouvernement, nous sommes exemplaires pour ce qui concerne le civisme routier. Prochaine question, Perrault-Loira. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. J'avais une question à poser à l'inspecteur général des finances, chef des services. Je tenais d'abord à vous dire très sincèrement félicitations pour le travail que vous faites. On peut ne pas vous aimer, mais aujourd'hui, quand on parle à lutte contre la corruption, vous êtes quand même cité. Mais je remarque que vos rapports les plus retentissants, même si vous dites qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un instrument au service de M. Tshisekedi contre ses adversaires, vos rapports les plus retentissants, on parlera de Matata Pognon, on parlera de Willy Bakonga, on se rend compte que le rapport qui ont été publiés et qui ont eu beaucoup d'écho sont quand même des rapports liés aux adversaires politiques, entre guillemets, de M. Tshisekedi. Quand est-ce que vous allez, par exemple, faire un rapport sur les proches de ces régimes? Je parle notamment des dépassements qu'on apprend tout le temps à la présidence de la République. Au nom de quel principe la présidence de la République ne prêche pas par l'exemple? Il dépasse des budgets de plus de 100%, l'IGF est là. Pourquoi vous n'enquêtez pas là-bas? Les Congolais ont quand même besoin de savoir aussi qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. J'étais récemment à Lubumbashi, M. l'IGF. J'ai vu des Congolais, notamment ceux qui travaillent dans le secteur pétrolier, en train de pleurer. Beaucoup ont mis la clé sur les paillassons à cause des dernières décisions que vous avez prises récemment. Vous le savez, depuis 2011, il y a un protocole d'accord qui gèle les prix de produits pétroliers. Et l'État a décidé de prendre en charge les quotités ou plutôt les dépassements. Mais les nationaux ne bénéficient pas de cet argent. C'est clair, les sociétés ou les exploitants, les Congolais qui importent le carburant ne sont pas bénéficiaires de cet argent-là. Pourquoi cette discrimination? Et qu'est-ce que vous dites de la souffrance des pétroliers? Parce que récemment, vous avez été à Lubumbashi, vous les avez qualifiés de contrebandiers, et à l'heure où nous parlons, les Congolais, les nationaux qui travaillent dans ce secteur-là sont en train de pleurer dans le Katanga. Merci beaucoup. Je vais commencer par votre dernière question en ce qui concerne les pétroliers du Katanga. Monsieur Perrault, ce qui s'est passé au Katanga est inadmissible et inacceptable. Nous avions eu à contrôler 45 sociétés pétrolières qui opèrent au Katanga. 19 se sont retrouvées dans des faits de fraude douanière avérées. C'est-à-dire, ces sociétés disposent, les produits pétroliers, la douane n'a pas d'entrepôt pour les produits pétroliers. C'est-à-dire, les importateurs eux-mêmes ont des entrepôts qui sont des entrepôts sous douane. Quand vous amenez les produits pétroliers, vous amenez ça chez vous, mais c'est un entrepôt sous douane avec un responsable des douanes et les responsables de l'entrepôt qui gèrent ensemble. Dans les systèmes douaniers, dans les systèmes sidoniens où nous observons le mouvement des marchandises, nous avions constaté qu'il y avait des stocks importants de produits pétroliers qui n'étaient pas encore déclarés, donc qui restaient sous douane.
nous avions fait une petite vérification pour descendre sur le terrain, pour voir si les quantités que nous avons dans les systèmes correspondaient au stock physique. Nous avions trouvé que les stocks physiques n'existaient pas. Plus de 280 000 mètres cubes de produits pétroliers. Pour votre information, ça représente 4 mois de consommation de la province du Katanga. Tous les Katanga. 4 mois de consommation de produits mis en vente en fraude sans payer les droits revenant à la DGDA, les trésors publics, les droits de la DGI, les droits de Foner et des autres services. C'était inacceptable comme situation. Voilà pourquoi on a demandé que ces sociétés puissent régulariser la situation. On leur a donné, les ministres des Finances leur a donné 15 jours pour régulariser la situation parce qu'ils avaient déjà vendu les produits et tous les droits de l'État, ils ont empoché les droits de l'État. C'est une situation inacceptable. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir, pendant que nous voulons mobiliser les recettes pour avoir un budget conséquent, pour permettre au gouvernement d'avoir une marge de manœuvre assez élargie, afin d'améliorer le bien-être collectif, nous ne pouvons pas accepter que nos concitoyens mettent en place une telle fraude. C'est vraiment inacceptable. Donc voilà ce qui s'est passé au Katanga. Nous avions demandé que ces 19 sociétés n'opèrent plus tant qu'elles n'auront pas régularisé cette situation. Ça représentait, pour votre information, 54 millions de dollars revenant au trésor public non payés. Voilà ce qui s'est passé. Le reste, c'est chacun interprète de sa manière, mais voilà la vérité. Et ces constats, personne ne les comptait. Tous les 19 pétroliers sont d'accord. Et ils demandent aujourd'hui qu'on leur donne 6 mois pour payer. On a eu hier une réunion autour de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, avec les pétroliers. Et finalement, le gouvernement a accepté d'accorder jusqu'au 15 décembre à ces 19 sociétés de payer les 54 millions. Voilà ce qui s'est passé. En ce qui concerne les dépassements budgétaires, je voudrais vraiment que les gens retiennent une fois pour toutes que les dépassements budgétaires n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion. On déforme, on est en train vraiment de faire circuler des choses qui ne sont pas correctes en finances publiques. Les dépassements budgétaires, c'est au fait le constat d'un service qui a des budgets, des crédits budgétaires de X montants, mais à l'exécution, il se retrouve avec X plus. Mais comment on y arrive? Le fait qu'on a X plus quelque chose ne signifie pas détournement, ça ne signifie pas aussi mauvaise gestion. Mais comment on arrive à un dépassement budgétaire? La loi a prévu que toute dépense doit passer par un circuit. Le circuit, c'est le gestionnaire, celui qui a besoin d'effectuer la dépense, membre du gouvernement au service public, commence par engager la dépense. On arrive au budget, le budget liquide. La liquidation consiste à vérifier si la dépense que vous demandez qu'on puisse faire a un crédit disponible. Si le crédit n'existe pas, le budget ne laisse pas passer la dépense. Ou le budget va procéder au réaménagement. Alors, lorsque le budget autorise par la liquidation, les ministres des Finances payent. Si tout le monde respecte les circuits, en passant par l'engagement, la liquidation par le budget, les paiements, il n'y a aucun dépassement budgétaire. Le dépassement budgétaire nous est arrivé comment? Le dépassement budgétaire nous arrive avec ce que nous appelons en finance publique les paiements en procédure d'urgence. Les paiements en procédure d'urgence sont des paiements lorsqu'il y a extrême nécessité. On passe directement chez les ministres des Finances demander un paiement. Et si le paiement est fait, le malheur c'est que le budget parfois n'est pas informé. Et quand on va à la fin de la période ou le mois ou l'année mettre les comptes ensemble, prendre ce qui est passé par le budget
et ce qui n'est pas passé par les budgets qui est parti du ministère des Finances vers la Banque centrale, on met tous ensemble, on trouve qu'il y a eu dépassement. Mais ce n'est pas un détournement. La dépense, nous vérifions cela. Là où il y a des dépassements, vous pouvez vérifier, vous allez voir, il y a eu dépassement, mais ces dépassements, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a financé telle histoire, on a fait telle histoire, et vous vérifiez, tout est en ordre. Donc, il ne faut pas qu'on puisse faire croire aux gens que les dépassements, c'est un détournement, ou le dépassement, c'est une faute de gestion. Faux. Un budget, parfois, quand vous allez terminer les budgets, vous pouvez avoir exécuté à 100%, ou vous pouvez avoir exécuté à moins de 100%. Il y a des rubriques aussi qu'on exécute au-delà. C'est ça les dépassements. Et parfois, ces dépassements-là sont nécessaires, sont exigés par les impératifs que les dépenses ont exigé que ça puisse se faire. Donc, il faut qu'on enlève dans la tête des gens que les dépassements budgétaires, c'est un acte de détournement ou un acte de mégestion. Faux. Le dépassement budgétaire est là tout simplement parce qu'on n'a pas respecté la procédure budgétaire. Enfin, je voulais terminer les rapports retentissants. Je vous ai dit ici, nous avions choisi aujourd'hui de faire la patrouille financière, c'est-à-dire les contrôles concomitants. Quand nous avions commencé, nous sommes arrivés, notre travail avait consisté à vérifier si, à l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, en janvier 2019, un mot d'ordre avait été donné à tous les gestionnaires publics, la bonne gouvernance. Nous avions voulu vérifier l'année passée si tous les gestionnaires publics avaient compris les messages. Voilà pourquoi les contrôles que nous avions faits portaient sur les exercices 2019 et 2020. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'était tout à fait normal que pendant cette période, on a trouvé des gens qui étaient là, qui étaient appelés à matérialiser la vision du chef de l'État et nous avions constaté qu'il y avait des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes dit, depuis le début de l'année, que nous passons au contrôle concomitant, qui est l'encadrement, qui est le contrôle conseil, qui est le contrôle contrôle conseil, contrôle encadrement, pour empêcher les actes de détournement. C'est pour cela que vous avez de moins en moins ce que vous dites là. Donc, les rapports retentissants, ce n'est pas X, Y et tout, non. C'est au fait un changement de méthode de travail aujourd'hui. Et vous apprenez de temps en temps aussi qu'avec ce que nous faisons, nous arrivons à retourner dans la caisse du Trésor public des fonds qui sont sortis sans que la procédure soit respectée, sans que tous les documents nécessaires requis pour une dépense publique soient dans les dossiers. Nous arrivons à le faire. Voilà, on va prendre, il nous reste 20 minutes. On va consacrer les 10 dernières minutes en Lingala. Donc je vois David Sala, Jules Boulembi. Les 10 minutes qui restent, on prend la série des questions. Gino Tabou, Eric Izami, Paul Matendo, Tite Lungi. Vous aurez les 10 dernières minutes, comme ça on va terminer calmement. Mais s'il vous plaît, c'est une question, comme ça nous permettons aux autres de... L'IGF reviendra plus tard pour continuer cet exercice. Madame Rehema. Merci, Excellence. Merci pour cette opportunité. La question, c'est en rapport avec l'audit à la RTNC, là où nous sommes. Le ministre a dit que vous avez déjà présenté le rapport préliminaire. Est-ce que nous pouvons savoir ce que ce rapport dit? Et une petite question, ministre, qu'en est-il du logo de la République, de la RTNC? Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Quand vous avez pris le pouvoir, monsieur l'inspecteur, vous aviez déclaré que vous allez mettre en place une thérapie de choc pour renverser la situation de corruption. Quel est le niveau des finances publiques à ce jour? Vous aviez aussi dit quelque part, devant une certaine presse, que vous aviez des soupçons sur le ministère de la formation professionnelle et l'enseignement. Qu'est-ce qui justifie ces soupçons? Et est-ce que vous n'avez pas de soupçons sur le ministère de Pétentique avec la FERAM? Merci, monsieur le ministre, d'instaurer ces dialogues qui nous permet d'ailleurs davantage consolider nos liens
ici au niveau du pays, parce que là où s'arrête peut-être le langage politique, devra s'imposer le langage social. Nous sommes frères et sœurs congolais. Merci. Alors, à l'inspecteur général, vous avez parlé du contrôle concomitant, qui est un contrôle d'accompagnement, un contrôle conseil. Vous avez aussi parlé du contrôle a priori qui est encore non activé en République démocratique du Congo, mais aussi vous avez évoqué les contrôles a posteriori. Je voudrais prendre un cas précis. Il s'agit de la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo. L'argent du trésor public, vous qui faites la patrouille financière, félicitations pour ce que vous faites déjà, l'argent est sorti pour redresser cette banque. Par rapport au contrôle a posteriori, qu'est-ce que la population peut attendre de ça? Et puis peut-être une petite incursion. J'ai été au collège chez les prêtres, c'est là que j'ai terminé. Collège Elikia, collège Bosembo. Même lorsqu'il y avait tentative de tricherie, l'élève était renvoyé. Vous avez évoqué une tentative de détournement au niveau de l'EPST. La suite, c'est quoi? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est plutôt une question d'actualité. J'aimerais l'adresser à son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. La sortie médiatique circonstancielle du chef de l'État a légèrement laissé quelques zones d'ombre sur notre conception. Dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que le cas Kadima est-il homologué et quelle peut être la suite? La deuxième question, Monsieur le ministre. Homologué. Homologué intériné. Ok. La deuxième question, Monsieur le ministre, Mouyaya toujours. Le Conseil de ministres le plus récent, vous êtes sorti et la population entendait le dossier RAM. Et vous en avez fait allusion, mais on ne semble pas très bien comprendre quelles sont les dimensions claires que le gouvernement a pu mettre en place. Est-ce qu'on a annulé ou soit on a allégé le mode de prélèvement? Voilà, merci. Je vais demander à l'IGF de donner des réponses courtes pour qu'on reste dans la marge du temps et permettre de nous exprimer en lingala pour ceux qui nous suivent sur ces questions importantes. Voilà, Madame, l'audit de la RTNC, il y a un rapport préliminaire qui a été fait. Je voudrais que vous sachiez qu'un rapport préliminaire, c'est un état d'avancement d'une mission. C'est-à-dire, il est normal que quand nous sommes là en train de faire le travail, chaque mois, que nous puissions faire rapport à l'autorité de l'état d'avancement de la mission. C'est ce qu'on appelle rapport préliminaire. Un rapport préliminaire ne peut pas être publié parce que dans un contrôle, il faut collecter les données, il faut relever des observations, les mettre à la disposition de celui qui gère, lui donner l'opportunité de répondre par écrit et de se retrouver avec lui pour faire un débat autour des constats pour que vous puissiez avoir des conclusions. Au stade actuel, nous ne sommes pas encore là. Les rapports préliminaires dont son Excellence, Monsieur le ministre, venait de parler, c'est au fait que les inspecteurs font un état d'avancement pour que l'autorité soit au courant, on est à quelle étape de la mission. Donc, gardez votre soif au moment opportun, donc les rapports seront là. En ce qui concerne les niveaux de finances publiques actuellement, je peux dire que la communication des chiffres en ce qui concerne les finances publiques relève de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances et de la Banque centrale. Mais tout ce que nous pouvons vous dire avec précision, les finances publiques congolaises se portent très très bien cette fois-ci. Que ce soit au niveau du trésor public, que ce soit au niveau de certaines entreprises du portefeuille de l'État et de certaines provinces, les finances publiques se portent très bien. Donc nous réalisons avec les régies, avec l'accompagnement ou avec les directives de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ainsi que de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous faisons un travail d'ensemble qui donne les résultats. Je pense que le ministre des Finances aura l'occasion de faire une communication sur l'état de nos finances publiques et vous serez édifiés. Et je peux vous dire que c'est historique ce qui se passe dans notre pays. Donc, le gouvernement aujourd'hui est en train de faire des performances incroyables. Même nous, dans nos prévisions, nous ne pensions pas qu'on pouvait arriver si tôt et si facilement à ce niveau. Donc, je laisse les chiffres concrets au ministre des Finances qui pourra bien les faire. En ce qui concerne les soupçons
des détournements au niveau de la formation professionnelle, sport et tout, je vais tout simplement vous dire qu'il y a eu, au fait, pour nous suivons les dépenses qui sont effectuées par les trésors et nous souhaitons que ces dépenses soient justifiées par des pièces. Dès lors qu'il n'y a pas de pièces pour nous, ça pose problème. Et nous avions eu à contrôler les comptables de ces ministères. Nous avions trouvé qu'il y avait des problèmes. Et c'est pour cela que vous avez entendu ce que vous avez entendu là. Et ce que vous avez entendu, c'est vrai. Donc c'est vrai pour nous lorsque la dépense... Et je vais souligner ici, parfois... nous avions constaté que ce n'est pas seulement intentionnellement que nous avons des problèmes avec les gestionnaires. Parfois, c'est les manques de respect, le non-respect de la procédure prévue qui pose problème, qui fait que nous avons des intercelles. Or, nous avons l'obligation de faire respecter les lois et règlements en matière de finances publiques. Quand nous constatons que les procédures n'ont pas été respectées, nous sommes obligés de relever ces cas et de dire non. Alors, au niveau du ministère des Sports, c'est la même chose. C'était avec FECOFA. Nous avons trouvé des fonds qui étaient là-bas, qui posaient problème, et nous avons fait retourner au niveau du compte général du Trésor. En ce qui concerne PETENTIC avec RAM, j'aimerais seulement que vous puissiez savoir, en matière de contrôle des finances publiques, le contrôle supérieur, il est exercé par le Parlement. Et le contrôle du Parlement tient tout autre en État. Lorsque le Parlement se saisit d'une question en matière de finances publiques et contrôle, et est en train de contrôler, tous les autres contrôles, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, nous sommes tenus en État et nous ne pouvons pas intervenir. Donc nous ne pouvons intervenir que lorsque le Parlement décide de nous demander de donner notre point de vue. C'est l'organe suprême de contrôle des finances publiques. Il faut que les gens le comprennent. Donc aujourd'hui, cette question ayant été traitée par l'organe suprême, nous ne pouvons pas. C'est comme quand la Cour de cassation a une question, vous n'allez pas demander à la Cour d'appel ou au tribunal de grande instance d'intervenir dans cette matière. En ce qui concerne BIAC, nous avions déjà eu des recommandations de la part de l'autorité que nous puissions intervenir dans le dossier BIAC pour tirer la situation au clair. Mais nous étions butés à un problème d'effectifs. Je peux vous révéler que nous n'étions qu'à 60 inspecteurs pour faire tout ce que vous aviez appris comme travail. Maintenant, notre capacité d'intervention vient d'augmenter. BIAC, il est dans notre programme d'action. Vous pouvez le consulter dans notre programme d'action. Il a été prévu que nous puissions faire le contrôle des BIAC et tirer la situation au clair. En ce qui concerne les PST, je peux vous dire qu'il y avait tout simplement un problème d'incompréhension. C'est-à-dire, nous avions souhaité que les fonds qui étaient destinés à l'EPST puissent suivre la voie bancaire et que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, pour des raisons de célérité, selon lui, il avait souhaité que cela passe par les circuits que vous appelez Maboko Bank. Mais nous avions eu des inquiétudes parce que aujourd'hui, nous devons tous, à notre point de vue, éviter la manipulation des fonds importants par les individus. Autant que nous disons que les recettes doivent aller directement à la banque, autant aussi quand il faut payer la rémunération, les collations, les primes, nous souhaitons que ce soit par voie bancaire. Donc il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Donc les fonds ne sont pas arrivés à l'EPST, donc nous avions dû intervenir pour nous en disant qu'il faut corriger la procédure, que les fonds tout d'abord soient retournés au compte général du Trésor pour qu'on corrige la procédure. Donc là, nous ne pouvons pas parler des détournements au moment où l'EPST n'avait pas encore eu ces fonds-là. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, je répondrai aux questions qui me sont destinées, je les ai enregistrées. Je voudrais qu'on donne la parole à David Sala et à Jules Boulembi pour les biscuits, pour des questions en lingala. Comme ça, on aura... Vous avez des biscuits? Lui, il nous distribue des biscuits, Jules Boulembi. Allez-y rapidement avec vos biscuits, comme ça, nous vous répondrons une fois pour toutes. Merci. Monsieur le chef, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est pendant négocier la Moussala? Parce que population, Bazo Sepela,
que IGF aya azosala contrôle. Mais na ba théorie nyonso auto loba contrôle, encadrement na ba entreprise, ba inspecteur bazo travailler kuna, ils appellent na batu musu bazo lela. C'est vrai. Il faut basala musala, ils ont ba retraité mususu. Moko na yebi akufi parce que ba futa game bon on a été même biso ba journaliste et on souvent musu ba lo ba on te ba bon on a fait quand même na entreprise publique. Tout ça musala no tozo kumisa IGF mais tozo futa maté. Bientôt une année. Dossier à bien qui ne va tourner qu'en français, n'a zongela on a lingala. Ngana mona mama mobimba. Si on a quoi le bon a lingala, tika bolumbu na bien quoi kufa, ba autoteka le pan une semaine à côté mon kuna, bien que côté en faillite, ti le lozo monte maman na kufa. Ba te belé ti le lo, ba espoir et kenda. Eric vient mina biga na compte kuna même ngapé. Mon karama na bien. La question. Na zotu na mbala moko. Est-ce que toko ko zo vraiment assurance que tant borosala contrôle maramunyo so bien que le rapport n'a pas européen c'est ça en sorte que solution à bien qui est zoma question à sous que ça ram parce que le lobby clameur public ce public et lobby binobo intervenera mais dossier il y a ram papa va tout il va continuer à rouler même mon konzambo va le lobby moi communication c'est mon problème pour babi j'ai des nini tout ça non le balwa mutupena à balabala donc ram maison continuer mais na bis bataba iPhone lictil colo mais il y a génération donc deuxième génération bon bah foot à c'est un peu compliqué. David, on va laisser la parole à Jules. Excellent. Question me pousser à souka pour na Kenya pour na côté na yo. Question moi on a tout na pour la pollution na la pour répondre. Est-ce que maman ministre vice premier ministre de l'environnement a quoi que la biso côté pour tout na mituna wana. Merci. 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 Gilles Alingeti tena na deux biscuits pour na biscuit pour na ministre. Gilles Alingeti toluka kiyo pour na ram. Pour tout le monde le na briefing. Toluki on a cité Gilles Alingeti aza puis au départ bimisi rapport. Bouchibe. Toluki on a 12 millions à rétro-commission à Kassabandubola. Bouchibe. Richard Mouyej Manguez Mans Oyamba qui est en abimi micro. Bon gestionnaire. Après Poucha Fifi Masuka au rapport à IGF a détourné. À tout Matoubana na Congo central. Rapport à IGF, les locaux à cassation lobby, réhabilité. Question. Conseil d'État. Gilles Alingeti, un contrôleur politique membre de l'IDPES, tout, aux Osala Moussala n'a objectivement comme inspecteur général, il y a finance. Deuxième question. Antonio Guterres, deuxième biscuit, merci Jessie. Antonio Guterres a mis ses rapports à faire Boukan à Londres. Matata n'a jamais détourné. Tondima, Nations Unies, Totondima, Gilles Alingeti. Wanayo, ministre patrimoine. Machite, Mazemba, Abeti, Mena, RTMC, l'équité, problème est. Lobby chef de l'État, tout cela qui est. Tout le monde a chef de l'État, Bimi, Denika de ma présidence Séni. Question. Fatih Beto a défié l'Église catholique? Merci. Merci. Allez-y. Voilà. Comme on n'a pas beaucoup de temps. La question à Souka, au lobby secrétaire général des Nations Unies, au lobby a fait Boukangalonzo détourner mes athées. Je pense qu'au déformé, ma propos naïe. Ma propos naïe, ça qui en a été, à l'obaki, kende kotanga yango, à l'obaki faisant état, il y a situation en RDC, à l'obaki m'a remis balai, la loi, les projets de loi Tsingi, et puis, à l'obéli marambo ya Boukangawabi, une certaine partie de la classe politique pense que cette affaire est politique. C'est ce qu'il a dit. Allez lire cette déclaration-là. À l'obité qu'il n'y a pas eu détournement. Donc moi, j'ai lu cette déclaration, c'est comme ça. Et les gens ont déformé ça comme d'habitude. Ah, donc, Batou, va déformer en gros. À l'obité que détournement est à la réalité. À l'obité que une partie moins d'ambou, il y a des politiciens, bazali kokanisa, bazali kolobate likamone ezali politique. Ezali pe likambote alobi ba politiciens une moins d'ambou ya ba politiciens. Alobi te que détournement ezala quitté. Donc wana ba propos ya secrétaire général bon déformé yango. Na ligne kozongela likambo Boukangalonzo te. Likamouane ezali judiciaire, bisoto stito bimanango, c'est le parquet nemuto, azui yango comme problème naïe. Problème ya membre ya IDPS na okende rapide,
il faut koyeba ke Jules Alingete azali fonctionnaire. Numéro matricule nanga ezali 420 200 et 450 204 na fonction publique. Donc en tant que fonctionnaire nakoki kozala membre ya parti politique te. Donc nous mettons toujours à défi mutu oyo akoki kolakisa carte moko ya parti politique à mon nom. Donc je n'ai jamais été, nazala jamais membre ya parti politique. Mais ma fonction naza ko exercer. Lokola nazali rattaché na autorité directe ya chef de l'État, na comprenaka batu ndenge bakoki koza. Mais est-ce que chef de l'État a travaillé kaka na batu baza batu IDPS? Est-ce que ba membre du gouvernement bazali ba proche collaborateur chef de l'État bango nyonso baza ba membre IDPS? Je ne pense pas. Donc chef de l'État a travaillé kana batu nyonso, il y a ba parti politique, il y a ba ONG, il y a na ba technocrate lokola biso, tozali ba technocrate, tozali ko travailler pour la République, pour le gouvernement. Donc nazali membre ya IDPS T. En ce qui concerne les Kambouya RAM, na lobi yango déjà, aux ongeli yango, nangna yebisa yo ke lokola parlement, o azali organe ya liboso ya contrôle ya finance publique. Ce qui parlement simbi li Kambouya contrôle la finance publique, ngana koyi kokota ngo lisusu te. À moins que parlement na résolution na ye alobake matière oyo to sengi l'inspection générale des finances a éclairé biso a sala biso rapport. Ce qui parlement sengi biso toko sala yango toko zong sa rapport na parlement parce que le parlement a déjà saisi na question wana. Azali organe suprême ya contrôle na finance publique. Contrôle ya parlement na baloi na biso balobi, le contrôle du parlement tient tout autre en état. Donc ce qui parlement elengi kolobake, ce qui parlement koti likambouya contrôle mutu mususu akoyi kokota wana azalite. Alors olobi makambo ya Lualaba et tunali koyebisa yo biso nda bato sa ki contrôle ya Lualaba. Okoyi ko trouver mukolo moko te tolobaki ke na Lualaba eloko ezate te. Totikala kolobango te. Mais tango na lobaki ke na ba province nyonso y avait des problèmes, y compris na Lualaba il y avait des problèmes. Et à un moment donné comme rapport et comme na Souka, on était obligé que ce rapport-là, na demande ya assemblée provinciale ya Lualaba. A sengaki biso eza droit na bango, bo contrôla ki province ya Lualaba bo pesa biso rapport. Tout ça qui obligé à pesa bango rapport, bango ba exploiter rapport na ndenge ba exploiter. Alors en ce qui concerne BIAC, na yiko pesa assurance que BIAC ezali na programme na biso toko sala contrôle ya BIAC et que toko pesa ba conclusion malamu pour que ba épargnant nyonso bas rentrer na ba droit na bango. Et puis olobi likambo ya ba journaliste bazo futa mate bazana ba contrat na ba nini retraité mo mais biso tout kolanda ba déclaration ba entreprise ebele ba obeta maboko na musala to sali o cesa ibisi biso lobi ke arriéré à salaire à kutaki asilisi yango a comme coûte ko futa salaire le 25 ya chaque mois retraité ni na OCC alobi pa bakisi ki afuti ba retraité nyonso na ebité retraité biso tant to sala encadrement priorité zalaka paye salaire eza priorité de priorité après salaire ezali paiement ba impôt ezali priorité to priorisaranga mais problème souvent il y a ba prestation mususu ezali il faut bozala na ba contrat et il faut beaucoup de facture. C'est ça finance publique. Bino ba journaliste bokansaka na za la contrat. Oui, on va organiser avec les ministères une séance avec les journalistes pour que les journalistes aussi comprennent comment fonctionnent les finances publiques. Excellent. Tous les journalistes basant sur contrat, on va garantir que les contrats ont généré paiement. Contrat c'est bien, mais il faut qu'on ait facture. Tu es contrat ou tu es facture du mois, paiement et l'équipe. Parfois, sur une facture exacte, ça pose problème. Mais bon, voilà, voilà, on va terminer. Je veux prendre, il y avait des questions sur le RAM. Hier, en Conseil de ministres, je l'avais dit ici que la question serait abordée. Sur le RAM, il y a toute une machinerie technique qui a été mise en place. Le Premier ministre a décidé hier de la suppression du prélèvement pour les téléphones de deuxième génération qui concernent en tout cas beaucoup de nos abonnés. La majorité des abonnés ont des téléphones. La question est en approfondissement. Ça veut dire que la première étape, il y a d'autres mesures qui suivront parce que nous avons entendu ce qui a été dit par le Parlement. Et puis,
na gouvernement moko, on est à l'écoute makasi. Alors, sur la question de la CENI, Jules Boulembe Alobi, président de la République, a défié l'Église catholique? Non, pas du tout. Le président de la République est dans son pouvoir. Est-ce que l'Église catholique, toba confession religieuse, qui peut porter responsabilité à glissement? Yo solarana peuple congolais tous les jours. Est-ce que le peuple congolais a ligne glissement? Non. On a vu depuis expérience à Moko, depuis l'élection Banda, on avait même l'abbé Malouma qui avait été contesté. Aujourd'hui, le plus important, Jules Boulembe, et tout le monde doit le savoir, ce n'est pas retourner dans le passé, parce que nous devons avancer, l'avenir est plus important. Il y avait, le président de la République lui-même l'a dit hier, on n'a pas pu avoir les consensus, il a constaté. L'idéal aurait été que la sous-commission, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses, il y avait majorité, opposition et société civile. Dans chaque camp, il y avait des composants qui devaient déléguer leurs membres au bureau de la CENI. 12 personnes ont été choisies sur 15, de manière régulière. PV est inami. Est-ce simplement parce qu'il y avait une difficulté dans une sous-composante, dans la commission, dans la société civile, qu'il fallait plomber les tout? Est-ce que l'ELO, si le président de la République avait dit, bon, garant de la nation, président Mbosso donnait combien de rapports on a fait? Est-ce qu'aujourd'hui les confessions religieuses étaient en mesure, Yakoyokana? Parce que Bamsou Babi Boza va corrompu. Est-ce que corruption aussi là simplement parce qu'il faut refaire le processus? Il y avait des problèmes, je ne voudrais pas aller dans les détails. Mais c'est que vous devez savoir maintenant que le choix a été levé. On a investi, la question de Tite Leongi, Denis Kadima a été investi président de la CENI. Le processus électoral n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Le président de la République l'a dit hier. Il a fait appel à nos communautés, à la communauté des bailleurs. Et le président va discuter avec eux. Nous, le gouvernement, on va discuter avec eux parce que nous voulons faire les élections dans les délais. Nous savons qu'il y a eu des problèmes dans le choix du président. Mais est-ce que parce qu'il y a eu des soupçons de corruption au Prévélimaté, qu'aujourd'hui on doit nous dire que le président qui a été choisi n'est pas bon? Est-ce que le processus électoral est dans les 2 ans qui suivent? Donc vous avez la possibilité à recontrôler Denis Kadimaté, que ce soit les missions internationales, que ce soit l'Église catholique dont vous parlez, parce que l'Église catholique, elle est partenaire du gouvernement, dans l'éducation, dans tous les domaines. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un point de friction, entre guillemets, encore que ce n'est pas avec le président de la République. Le président de la République a tiré conséquence d'un rapport qui a été légalement adopté au niveau de l'Assemblée nationale, après 3-4 mois de processus. Alors, il faut permettre au pays d'avancer. Et maintenant, ceux qui ont des appréhensions, il y a des inquiétudes, mais il y a 2 ans. On a 2 ans, Tito comme en décembre 2023. Donc, les gens peuvent investiguer, progressivement, parce que les élections au Bissotolingé, on veut avoir des élections au Ekosala, que le peuple a lobby, c'est vraiment le rendez-vous où j'exprime ma volonté. Et donc, tout ce qu'il y a eu comme discussion, ça peut se comprendre, il y avait des agendas politiques. T'as le gouvernement Lelo, on a aussi dit ça. Est-ce qu'on n'est pas un gouvernement stable? Depuis Tobanda, Bisso, chaque mois, grâce à l'action de l'IGF, à l'action du contrôle du président du premier, chaque mois, on a des excédents. Et ça mingité par rapport à besoin de Bisso, mais ça prouve que le pays est bien engagé. Et dans ce gouvernement-là, on a toutes les composantes Bazanakati. Est-ce que l'agenda politicien des uns et des autres, il faut un agenda et les cas au-dessus agenda à peuple? Est-ce que le peuple a besoin de résoudre le problème? Autant on a besoin de voter dans les délais échus. Dans les lots, tout le monde doit être rassuré que le processus électoral qui vient sera transparent. Le président de la République y a dit hier, nous tous nous avons choisi la voie de la démocratie. Il faut que tout le monde se soumette au processus et que tout le monde contrôle. Ceux qui n'ont pas de membres, il y en a 3. Opposition, tout ça, ils auront le temps de s'entendre. Baroyana bateau et puis de reprogresser. Bisso, Nazosi Sawana, Toza gouvernement Motobi, c'est le changement du narratif. Ça veut dire que Bisso Tolingi, Mboka est progressé. Il y aura toujours des difficultés politiques. Parce que les politiciens bazar, place Baintera Batozali, il y aura toujours des frictions. Mais à la fin de la journée, c'est le peuple qui doit gagner. Et c'est la volonté du peuple qui doit primer. Et le peuple veut les élections dans les délais. Nous aussi, nous voulons les élections dans les délais. On va y travailler. Je ne vous donne pas la parole pour la conclusion. Merci d'être venu parce qu'on va passer au journal. Mais vous avez 1 seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour
avoir accepté que nous puissions venir définir les missions et actions de l'inspection générale des finances. N'a rien à l'obaké, les résultats économiques qui sont en train d'être réalisés, ils allaient tout d'abord un travail de par la volonté du chef de l'État, de par un accompagnement sans faille. Il y a son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les ministres des Finances s'impliquent avec des directives claires au niveau des régies. Bissona régie, tout ça, ensemble, toujours travailler dans l'encadrement pour mobiliser les recettes. Et nous promettons que nous allons toujours continuer à accompagner les institutions de la République pour que le Congo puisse avoir des finances qui s'améliorent au jour le jour. En tout cas, merci mesdames beaucoup. et messieurs. Merci. Merci.